Bonjour Bertrand Tavernier. Bonjour. On part, si vous le voulez bien, d'abord à Venise pour rejoindre notre critique de cinéma Michel Simon pour un dernier éclat de Mostra avant Palmarès, un palmarès qui sera révélé demain. Un festival qui compte pour vous, Venise d'ailleurs, Oui, bien sûr. Bertrand Tavernier. J'ai été d'ailleurs sélectionné, je crois 2 fois ou 3 fois. Et ils m'ont donné un lion d'or pour couronner ma carrière. Donc ça compte forcément de recevoir un lion. Ouais, Venise qui vous avait couronné effectivement il y a 3 ans avec ce lion d'or pour vos 40 ans de carrière. Oui. Le directeur du festival, Alberto Barbera, qui Oui. disait récompenser un auteur complet, instinctif, non conformiste et éclectique, louant à la fois votre amour pour les classiques américains et le récit hollywoodien, et aussi votre touche française, ce réalisme à la française, ce goût de la narration et des émotions que vous avez mis à l'écran, cette combinaison qui fait donc votre marque, y compris dans votre défense du cinéma. On va y revenir avec ce voyage à travers le cinéma français, une série qui sera diffusée donc à partir de dimanche sur France 5. Bonjour Michel Simon. Bonjour. Que se passe-t-il en cette veille de fermeture, de clôture du Festival de Venise, de Palmarès aussi? Un premier bilan avec vous? Alors d'abord, les pronostics sur le palmarès n'ont pas beaucoup changé depuis ma dernière chronique. C'est toujours les films de la première partie du festival qui dominent et tout le monde donne grand favori Roma, le film autobiographique d'Alfonso Cuarón, et également très bien accueilli, comme je l'avais dit, les 2 films français, 2 des 3 films français en compétition, c'est-à-dire le film d'Olivier Assayas, Double Vie, et le film de... Il y avait le David Holofen, c'est ça, les frères ennemis, et le Jacques Audiard surtout, les frères Sisters. Pardon, excusez-moi. Non, le film de Jacques Audiard, les frères Sisters, qui a été un accueil formidable. Et peut-être la surprise viendrait de Yorgos Lanthimos, dont je n'ai pas parlé, qui est un film... Bon, c'est un cinéaste souvent assez prétentieux, assez misanthrope, assez provocateur. Il a fait une farce un peu d'une sorte de Peter Greenaway sur la reine Anne, qui a gouverné l'Angleterre avec ses mœurs lesbiennes, ses favorites. Ça s'appelle La Favorite. Il semble que le film a plu beaucoup à la critique italienne et au public qui vote aussi de son côté. Mais enfin, moi, ce qui me frappe surtout dans ce festival, comme d'ailleurs à Cannes, c'est-à-dire la difficulté aujourd'hui pour des films de petits pays, ou en tout cas de pays non importants industriellement, de trouver leur place en compétition. C'est-à-dire que c'est plutôt la politique des noms, c'est-à-dire les acteurs ou les actrices, les metteurs en scène. Par exemple, Mike Leigh a fait un film très décevant qui se retrouve en compétition. Et au contraire, j'ai découvert des films remarquables, pas par goût de la découverte à tout prix, mais par exemple un film iranien tout à fait formidable qui s'appelle qui s'appelle As I Lay Dying, c'est-à-dire Tandis que j'agonise, d'après Faulkner, l'histoire d'une femme et de 3 fils, d'une fille et 3 fils qui amènent le cadavre de leur père pour l'enterrer dans un petit village. C'est un film absolument remarquable. Et puis un autre film indien de Ivan Air, également premier film, qui s'appelle Sony, qui est l'histoire d'une femme policière qui subit les sévices des hommes, qui fait des enquêtes, qui est un film extrêmement nerveux, pas du tout dans la tradition indienne, absolument remarquable, et qui un peu nous console du seul film féminin en compétition, le seul film de femme de Jennifer Kent, une Australienne qui avait assez étonné avec un film d'épouvante qui s'appelait Babadook. Son nouveau film, Le Rossignol, Nightingale, est presque obscène dans le manichéisme, dans le politiquement correct, dans le radicalisme chic, où tous les blancs sont des monstrueux violeurs, tueurs, assassins. Enfin, c'est un portrait de l'Australie qui est certainement très loin de la vérité. Et ça me gêne beaucoup, moi qui étais très anticolonialiste. J'ai participé à la lutte contre la guerre d'Algérie, mais néanmoins, je trouve que ce manichéisme aujourd'hui est devenu révoltant. C'est un film médiocre et qui n'avait pas du tout sa place en compétition. Et paf, mais Michel Simon, un dernier mot d'une chose pour clore avec vous. Vous évoquiez ce paradoxe aussi. Beaucoup de cinéastes, réalisateurs qui aujourd'hui regardent vers le passé des films en costume et en même temps au micro, devant les caméras de télévision, des réalisateurs qui s'engagent pour des enjeux très actuels, mais pas par leur cinéma.
Oui, c'est possible. Je crois que, vous savez, la liberté de l'artiste, c'est ça qui est important. Par exemple, un des très bons films qu'on a vu, c'est le nouveau film de Mario Martonnet, qui s'appelle Capri Révolution, qui est sur des jeunes gens qui, au début du XXe siècle, ont essayé de créer des communes où ils font du naturisme, etc., par opposition à la tradition occidentale. Bon, c'est un film un peu de changement de société. C'est un très bon film. Martonnet est un des meilleurs cinéastes italiens d'aujourd'hui. C'est pas Guadagnino, qui est vraiment au contraire le produit du snobisme international. Martonnet a fait un très beau film. Donc c'est un film en costume. C'est vrai qu'il y a le Laszlo Nemes qui était un film en costume, le film de Jacques Audiard, le film de Lanthimos que j'ai mentionné. Moi, ça me gêne pas tellement parce qu'il y a aussi beaucoup de films contemporains, engagés, qui parlent de la société. Il y a un mélange dans le cinéma d'aujourd'hui. Je ne jetterai pas la pierre quand Kubrick fait Barry Lyndon. C'est aussi beau que quand il fait l'Odyssée de l'espace, qui est tourné vers le futur. Non, mais, oui. Barry Lyndon tourné vers le passé. C'était sans jugement, mais c'était juste peut-être à souligner. Merci beaucoup à vous, Michel Simon, pour ces éclats de Mostra, de nous avoir fait vivre ce festival depuis 10 jours en ouverture de la Grande Table. Merci et très bon retour, Bertrand Tavernier. Un mot juste autour de Venise, le cinéma hexagonal, bien reçu cette année encore là-bas. Je suis très content pour Olivia Sayas, très content, et pour Jacques Audiard, qui sont deux metteurs en scène que j'admire beaucoup, et j'attends beaucoup de leurs films, et surtout, et puis de l'incursion d'Audiard dans le western. Ça m'intéresse. Et je voulais juste vous dire, moi je pense qu'un film à costume n'est pas un film sur le passé, ça peut être aussi un film sur le présent. Ça m'embête toujours un peu quand on fait cette séparation un peu radicale. Parler de son histoire, ou à ce moment-là, vous pensez que les historiens sont des gens qui sont tous passéistes, alors que les historiens n'ont cessé, en parlant du passé, d'éclairer le présent. Et vous l'avez prouvé, Bertrand Tavernier, quand vous étiez à Venise il y a 3 ans pour recevoir ce Lion d'Or. Vous avez dit assumez vos 40 ans de carrière, vos films, tous faits librement et sans compromis. Cette année-là, d'ailleurs, c'était Alfonso Cuarón, le réalisateur de Gravity et d'Harry Potter, qui présidait le jury et qui donc aujourd'hui est de retour en compétition, grand favori. J'adore Cuarón, j'adore Gravity, j'adorais ces films mexicains, et j'adore l'homme. Je trouve que c'est quelqu'un de merveilleusement chaleureux et de prodigieusement sympathique, Cuarón. Il y a un autre cinéaste que vous aimez beaucoup, américain, c'est peut-être Martin Scorsese. D'ailleurs, il y a un clin d'œil dans le titre de cette série, qui était d'abord un film, à celui réalisé par Martin Scorsese sur le cinéma américain, Le voyage à travers le cinéma américain, qui était sorti en 95. Vous avez pas mal de points communs d'ailleurs avec lui, à commencer par une place à part dans le cinéma de vos deux pays, une notoriété internationale l'un et l'autre, et une grande cinéphilie, ainsi qu'une motivation commune à faire vivre un patrimoine cinématographique. Dernier mot de vous, c'était à Venise toujours en 2015, entre le Lion d'Or et ce projet qui me hante depuis 5 ans, celui dont nous allons vous parler. Tout me pousse à regarder mon passé pour me faire comprendre qu'il faut laisser la place aux jeunes et que la tombe m'attend, avez-vous interrogé. Je n'ai pas dit mon dernier mot et je résiste avec le sourire. Vous résistez à quoi, Bertrand Tavernier, ou contre quoi? À la mode, aux pressions financières, aux dictats parfois des diffuseurs. Oui, c'est quand on fait du cinéma, on passe son temps à résister. Et vous résistez aussi pour défendre une certaine cinéphilie, pour garder une trace de tous ceux qui ont marqué l'histoire. Je continue à défendre une passion, puis en même temps une cinéphilie qui soit pas docte, qui soit pas dogmatique, qui soit ouverte tout le temps, qui se remette en cause. Oui. De ce projet Voyage à travers le cinéma français, vous avez dit « La mémoire réchauffe ». Ce film, c'est un peu de charbon pour les nuits d'hiver. Alors réchauffons-nous, générique. Imaginez que vous êtes au cinéma.
signé Bruno Coulet, un cinéaste sous influence. Bertrand Tavernier, dans cette série documentaire pour France 5, vous poursuivez votre voyage à travers le cinéma français des années 30 à la fin des années 60, une manière d'exprimer votre gratitude envers ceux qui vous ont rendu cinéphile, qui ont aiguisé votre regard critique. Le voyage s'arrête d'ailleurs quand vous devenez acteur, c'est-à-dire vous-même réalisateur, au début des années 70 avec L'Horloger de Saint-Paul, sorti en 74. Vous assumez aussi un voyage subjectif sur le mode du « je me souviens ». C'est vous le narrateur, c'est vous vraiment le conteur de cette histoire. Absolument. Je ne voulais pas faire un film, de professeur. Je ne suis pas critique de cinéma non plus. Je voulais exprimer ma gratitude envers tous des cinéastes connus, méconnus, certains qui avaient été oubliés, d'autres qui étaient restés célèbres, qui, je le dis, ça a l'air un peu pompeux, mais qui m'ont fait aimer mon pays. Je crois que j'ai beaucoup plus aimé la France grâce au cinéma qu'à travers le monde politique. Ils m'ont fait comprendre certaines époques. Le Front populaire, je le comprends merveilleusement à travers le Jean Renoir du Crime de Monsieur Lange, là, à travers la Marseillaise, et qui m'ont donné envie de faire le cinéma. Et des gens qui se sont battus contre une censure qui était beaucoup plus dure à l'époque, qui se sont battus, des gens comme Autant Lara. Si Jacques Audiard, Olivier Assayas, moi, on peut continuer à faire des films et contrôler notre montage, c'est parce que des gens comme Autant Lara, ont menacé de faire des procès à leurs producteurs pour pouvoir contrôler le montage du Diable au corps, qu'il s'est engagé dans des batailles pour que le réalisateur soit vraiment l'auteur de son film. Donc j'ai envie, à tous ces gens, on doit leur dire un peu merci, quoi. Oui, des cinéastes comme Autant Lara qui ont aussi continué à faire du cinéma, même pendant les années noires, des cinéastes qui ont été ensuite un peu oubliés ou qui ont subi les foudres d'une nouvelle génération. Vous évoquiez les mots très durs de Truffaut sur Claude Autant Lara, mais est-ce que c'est pas le propre d'une génération de vouloir à un moment tuer les pères aussi pour exister ou renouveler ? Oui, Orange disait avec beaucoup de drôlerie que eux, ils n'avaient pas eu à le faire pour s'imposer parce que c'était les Allemands qui l'avaient fait. Donc, en chassant notamment tous les cinéastes juifs et les scénaristes juifs. Mais je ne sais pas. Je pense qu'aux États-Unis, il y a eu des générations de cinéastes qui n'ont, la génération des Coppola, la génération des Scorsese, n'ont pas exécuté. Ils ont, au contraire, ils se sont nourris des films de Lang, de Hitchcock, des films... Mais dans la nouvelle vague, il y avait des grandes admirations. Je veux dire, Truffaut défendait Mordicus, Ophuls, voire même Duvivier, puisqu'il écrit un papier en trouvant que Voici le temps des assassins est un chef-d'œuvre absolu. Vous vous êtes laissé influencer par tous ces pères de cinéma. C'est ce que vous dites presque en ouverture de cette série documentaire autour du cinéma de Jean Grémillon. J'avais 17 ans. Et c'est par un soir de novembre, il pleuvait, je me souviens, que je suis rentré dans l'œuvre de Jean Grémillon, au ciné-club universitaire rue de la Sorbonne, où l'on projetait Le ciel est à vous. Il y a certains cinéastes que l'on adopte dès la vision d'un film, qui font immédiatement partie de votre vie et qui ne vont plus en sortir. Jean Grémillon est de ceux-là. Dès la complainte des orphelins dans Le ciel est à vous, dès Remorque, je savais qu'il allait être, comme Becker ou Ophuls, un compagnon de vie. Voilà une affaire de compagnonnage artistique et une histoire aussi d'adoption. Bertrand Tavernier, est-ce que dans ces quelques mots, ce récit de votre rencontre avec le cinéma de Jean Grémillon, il y a aussi toute votre définition du cinéma qui est inclus ? Peut-être pas toute, mais en tous les cas, ce que j'ai pu ressentir, oui, vers certains cinéastes. Il y a d'autres cinéastes pour lesquels j'ai éprouvé une admiration qui est différente. Mais Grémillon, oui, ça fait partie, même comme certains chanteurs, comme Brassens, comme, je sais pas, la musique de Ravel ou de Debussy, vous sentez, hop, ça fait partie de votre vie.
Et ça fait partie de votre vie parce qu'il y a peut-être au cœur de tout cela l'émotion comme base du cinéma. Vous l'évoquez aussi à propos de Jean Becker dans le film Voyage. Cette série de Jacques Becker, pardon. Oui. Et dans cette série, vous vous ouvrez sur cette idée que l'émotion doit être au cœur aussi du cinéma et des films qui vous ont touché. C'est quand même un des grands points communs, une lucidité sur l'époque et un vrai sens de l'émotion de tous ces réalisateurs. Oui, l'émotion, une émotion qui n'est pas manipulatrice, c'est pas une émotion qu'on va rechercher pour arracher des larmes à tout prix. C'est une émotion qui est soudée aussi à une époque, à la société, à la conduite de personnages qu'on laisse aussi libres. Cela dit, il y a des films, moi c'est ma préférence, il y a des films qui sont plus froids, plus analytiques, que je trouve aussi admirables. Mais j'ai dans les cinéastes dont j'ai envie de parler, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. Pour certains d'entre eux, pour Max Ophuls, pour Grémillon, comme pour certains cinéastes qu'on a un peu oubliés à certains moments, qui ont été oubliés pendant de longues années, comme Raymond Bernard ou voire Henri Calef. Un exercice d'admiration et un acte de gratitude envers ces explorateurs citoyens que sont les cinéastes. Les 2 premiers volets sont d'ailleurs consacrés à vos cinéastes de chevet, Jean Grémillon, dont on vient de parler, Ophuls, Henri Decoing, Sacha Guitry, Marcel Pagnol, Jacques Tati ou encore Robert Bresson. Alors, Sacha Guitry, vous le racontez, on a un peu trop longtemps réduit à du théâtre filmé, alors qu'il a fait et était bien plus, notamment avec Ceux de chez nous, dont vous reproduisez des extraits. Et c'est quand même formidable que ce type dont on disait que c'était un homme de théâtre, il est le seul à penser à prendre une caméra et à aller filmer Rodin, Renoir, Saint-Saëns. Il est le seul. Il y a pas. D'ailleurs, je dois dire, à la télévision française, personne n'a été filmé Guitry. Hein, il y a eu, c'est vrai, à part Rossif, à part Frédéric Rossif, qui a eu l'idée formidable de lui demander de refaire la conférence qu'il faisait à propos de Ceux de chez nous. Donc Guitry était plus révolutionnaire et plus audacieux encore que tous les gens des générations qui l'ont succédé. Et il nous a amené des images formidables. Voilà, oui, c'est vrai, Guitry, c'est quelqu'un qui me touche, et ça m'intéressait aussi de montrer la manière dont en parle Olivier Assayas, de faire la jonction entre Guitry et un cinéaste tout à fait contemporain. Et Assayas parlant de la vitesse de Guitry et le comparant à Tarantino, moi, c'est tout de suite quelque chose qui m'intéresse, qui me fait jubiler. Et à propos de parallèles, vous faites aussi le lien entre Jacques Tati et Robert Bresson, qui ont été connus en même temps. Alors là, on n'a pas de saut d'époque, de télescopage comme celui que vous venez d'évoquer entre Sacha Guitry et Olivier Assayas, mais c'était quand même 2 cinéastes, tels que vous les décrivez, isolés, solitaires, obsessionnels, qui se respectaient et avaient la même méfiance pour la technique, les comédiens professionnels et les scénaristes. Vous avez toujours accordé une grande place à la narration dans vos films. Il y a à travers ce voyage dans le cinéma français l'envie aussi de réhabiliter pas simplement des réalisateurs, mais aussi des scénaristes et des dialoguistes. Oui, des gens comme Charles Spaak, c'est une des personnes qui, à travers le film et ce voyage, il y a bien sûr Prévert, Orange et Bost, mais Spaak est quelqu'un pour qui longtemps j'ai eu une sorte de prévention, et que j'ai redécouvert en faisant... Et par exemple, ce qu'il dit de Grémillon, je trouvais bouleversant. Et ça m'a fait regretter d'avoir jamais eu la liberté d'esprit de le rencontrer, de vouloir le rencontrer. J'étais prisonnier à l'époque de ce qu'on disait contre lui, ce qui est complètement idiot. Oui, les scénaristes, les compositeurs aussi, qui sont les grands oubliés. Et par exemple, moi, je consacre tout un épisode à une partie de l'épisode à la chanson et aux paroliers de chansons qui sont des réalisateurs. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est même une grande spécificité qui, à ma connaissance, n'avait jamais été notée du cinéma français, c'est le nombre de chansons écrites par des réalisateurs de films. Sur chaque être de passage, et je
prouver. Cher maître, je ne puis comprendre comment ma lettre s'égara. Pardonnez-moi sans plus attendre, je vais jouer votre opéra. Il va jouer votre opéra. Je vais jouer votre opéra. Il va jouer mon opéra. Vaincu par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Alors Bertrand Tavernier, vous ne fredonnez pas en même temps, mais est-ce que vous avez tout reconnu? Oui, bien facilement. Bien sûr, c'est des chansons que j'adore. Le dernier, c'était Renoir. Il y a eu le premier, c'était Duvivier. C'est une chanson écrite par Julien Duvivier, chantée par l'admirable Damia. La complainte de Damia. Oui. Non, mais bien sûr, j'ai tout. René Clair. Oui, René Clair, qui a écrit beaucoup de chansons, dont une et la musique est coécrite par Jean Grémillon. On découvre dans le film. Ça, c'est une chose que j'ignorais avant de commencer le film. Et cette tradition des cinéastes paroliers, elle s'est perdue petit à petit? Pas complètement. D'abord Jacques Demy, qui l'a perpétué, Agnès Varda, voire Jean-Luc Godard, qui a écrit une chanson dont une femme est une femme. Il me semble qu'il y a moi, j'ai écrit 2 chansons dans Coup de torchon, mais je crois que... Non, je crois que oui, il y en a moins, mais je crois j'en trouve un ou deux dans le moment si Christophe Honoré n'en a pas écrit une. Ah oui, probablement. Vous faites aussi rendez un hommage à ceux qu'on a un peu oubliés, cinéastes, et notamment aux femmes réalisatrices. Bertrand Tavernier, Jacques Audiard a encore souligné à Venise leur quasi-absence de la sélection, mais c'est peut-être plutôt une absence de visibilité aussi dans l'histoire et dans nos mémoires sur laquelle vous revenez dans le 7e épisode dédié aux méconnus, dont Jacqueline Audry. Extrait. Alors il regarde la petite. Au numéro 2. Oui, ça m'est égal. Il attend. La seule cinéaste à aborder un thème tabou dans le cinéma français qui est l'insatisfaction féminine, l'insatisfaction sexuelle. Elle va là-dessus être assez audacieuse. On ne peut pas s'imaginer ce que je suis brillant entre 5 et 7. Moi, je serais plutôt du matin. Quoique pourtant, l'après-midi. Ou le soir, très tard. Riche nature. Attendez, mine n'a rien dit. Ah, moi, je ne sais pas. Je suis trop petite. Je parlerai après elle. Moi, ça dépend de qui. Mais toutes les heures sont aussi bien. Bravo, vous y allez franchement de votre petite mort, vous au moins. Petite mort? Non, ce n'est pas ça. C'est un peu comme quand la balançoire va trop, vous savez. Ça vous coupe en deux et on fait... Ou bien on dit maman. Ne riez pas, Mogis. Et on recommence. Ah, on recommence? Oh, bravo pour l'escarpolette. Extrait de Minnie, l'ingénue libertine. Oui, c'est un dialogue quand même très très gonflé. C'était elle, en fait, l'ingénue, non, Jacqueline Audry? C'était une réalisatrice féministe, déjà. Oui, c'était une réalisatrice tout à fait féministe qui a été très ignorée et qui s'est battue pour faire accéder les femmes. C'était la seule pendant une époque qui a réussi à faire plusieurs longs métrages. Et il y a quelques réussites. Il y a des films moins bons. Et il y a des curiosités. Là, j'ai été content, moi, de pouvoir montrer vraiment cette bizarrerie qui est La Caraque blonde, qui est quand même scénario de Paul Ricard, hein, le fabricant d'alcool. C'est quand même ça formidable de voir que Paul Ricard a écrit un scénario. Il a écrit ou il a sponsorisé? Il a écrit le scénario, il a produit le film. C'est le seul film fabriqué, écrit par un fabricant de boissons alcoolisées. Avec
sa maîtresse de l'époque, qui est une actrice argentine, qui est à peu près aussi à sa place en Camargue qu'un archevêque au Bois de Boulogne. Bertrand Tavernier, dans la série, vous évoquez près de 200 films, dont plus de 90 totalement méconnus. Et certains ont été restaurés. Oui. Ça, c'est la belle histoire grâce à cette série. Lesquels ? Parce qu'il faut être juste, il n'y a pas que des femmes qui ont été oubliées de la mémoire collective. Mais les femmes, il y en avait très peu. Parce qu'on me dit toujours, vous ne parlez pas de beaucoup de... Mais c'est qu'il y en a eu très peu. Il y a eu Jacqueline Audry, puis après, elle a fait la place. Il y a Varda, il y a Nelly Kaplan, puis il y a eu Nicole Védresse, un peu parmi 1900. Vous revenez sur des cinéastes comme Gilles Grangier ou Jean Vallet, dont le film La Terre qui meurt a été restauré à l'occasion de cette série. Jean Vallet, c'était le premier film français en couleur. Et il avait disparu. C'était un film de 1936. Pendant très longtemps, dans toutes les histoires du cinéma, on disait que le premier film en couleur était de 1948. Non, il y a eu un film en 1936, tourné beaucoup en extérieur, en Vendée, et qui est un film sur l'impossibilité pour un paysan de vivre des produits de sa terre. C'est-à-dire un sujet extraordinairement actuel. Moi, j'ai appelé José Bové et je lui ai dit, voyez ce film, prenez-le pour la Confédération paysanne. C'est absolument un film sur aujourd'hui. Et en plus, le CNC et les archives du film l'ont restauré, et on le voit pour la première fois, un peu grâce à moi, je veux dire, dans les couleurs de l'époque, comme il a été tourné. Et on s'aperçoit que le chef opérateur, qui a été aussi le chef opérateur de Guitry et de Renoir, là, le chef opérateur prend des risques extraordinaires, et il y a certains plans, on dirait McCabe et Mrs. Miller d'Altman, et que c'est beaucoup plus audacieux que les films en couleur français des années 50, qui sont souvent très médiocres sur la photo. Bertrand Tavernier, votre série en 8 épisodes Voyage à travers le cinéma français sera donc diffusée à partir de dimanche sur France 5. Oui, à la nuit, très souvent la nuit, à partir de 23h30. C'est une série bien pour les noctambules. Ce sera pour les gens qui ne dorment pas. Je suis content. Ça va malheureusement concurrencer les nuits de France Culture. Je suis un peu désolé. On peut écouter, regarder l'un et écouter l'autre peut-être en même temps. Mais non, faites bien, concurrencer, c'est stimulant. Mais 23h30, c'est sympa. Le premier, c'est qu'on a jugé que le cinéma français n'avait pas le droit de vie avant. Moi, ça m'amuse beaucoup. Ça me rend un peu triste aussi. Mais c'est du charbon, vous le disiez, et ça réchauffera nos nuits. Oui, de ceux qui ne dorment pas.